été animé cette semaine par l'affaire Aïda Diallo du nom de l'une des veuves de feu, Cheikh Béthio Thioune, qui revendique son statut de chef d'une frange des Tiantakoun, ce que le calife général des Mourides n'a pas cautionné. L'autre sujet qui a dominé l'actualité, il est politique, le débat sur une possibilité ou pas pour Macky Sall de se présenter à la présidentielle une troisième fois. Bonjour, professeur Ababakar Gueye. Bonjour, Babacar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Celui qui vous a précédé devant le grand jury d'RFM, Sory Kaba, désormais ex-directeur général des Sénégalais de l'extérieur, avait répondu à une question sur les mandats présidentiels, question que nous lui avions posée. Vous nous donnerez votre avis de constitutionnaliste tout à l'heure sur le même sujet. Sory Kaba, donc, sa réponse, selon toute vraisemblance, lui a coûté son poste de directeur général au ministère des Affaires étrangères. Avez-vous été surpris par son limogeage ? Voilà, bonjour Babacar. Donc je voudrais commencer par saluer l'ensemble des auditeurs de la RFM, leur souhaiter un bon dimanche et souhaiter aussi un bon dimanche à tous ceux qui sont en train d'écouter l'émission Grand Jury. Voilà, donc c'est vrai que la semaine passée, l'actualité semble avoir été animée par la déclaration de Sory Kaba et apparemment, selon certains, ça lui a coûté son poste. Le fait d'affirmer que le président de la République n'avait pas droit à un troisième mandat, c'est peut-être une interprétation de la Constitution de sa part, on aura l'occasion d'y revenir, mais surpris par son limogeage. Vous savez, le limogeage d'un haut fonctionnaire est toujours surprenant, où on n'est pas toujours, on peut non plus ne pas être surpris, parce qu'il faut être dans le secret des dieux, au niveau de la haute administration, au niveau du sommet de l'État, pour voir si le président de la République est satisfait ou pas des prestations des hauts fonctionnaires qu'il a nommés, et donc s'il est disposé à continuer à travailler avec eux, ou alors s'il est dans les dispositions de les limoger, comme c'est le cas de Sory Kaba. Pour le motif présumé d'avoir commenté un sujet sur lequel il a été interpellé, est-ce que ça vous semble juste de le faire ? En fait, moi je ne peux pas affirmer qu'il a été limogé du fait qu'il ait affirmé que le président de la République n'avait pas droit à un troisième mandat. Maintenant, il y a des voix qui disent que c'est pour cette raison que Sory Kaba a été limogé. Si c'est le cas, effectivement, je pourrais être surpris par une telle décision, parce que aussi Sory Kaba, c'est un acteur politique et il a la capacité, il a aussi la possibilité de se prononcer sur les questions politiques, les questions juridiques notamment, qui peuvent se poser à ce niveau. Il n'y a pas eu que ce limogeage de ce haut fonctionnaire lundi dernier. Il y a aussi les limogeages du directeur des droits humains au ministère de la Justice et du directeur de cabinet du secrétaire d'État à la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, en l'occurrence messieurs Moustapha Kay et Samba Ndiaye Seck, qui étaient dans la délégation sénégalaise qui s'était rendue à Genève devant le comité des droits de l'homme des Nations Unies, où ils avaient évoqué la possibilité d'une réparation judiciaire, financière pour Karim Wade. Les deux personnalités sont des magistrats. L'Union des magistrats du Sénégal a dénoncé dans un communiqué ces limogeages et surtout la manière justifiée ou pas ces deux décisions, selon vous. Lorsque le président de la République nomme ou limoge un fonctionnaire, il est extrêmement difficile, s'il ne donne pas lui-même les raisons, il est extrêmement difficile en fait de voir si ce limogeage ou cette nomination est justifiée ou pas. Mais concernant le cas des sieurs Seck et Eka, ce qui s'est passé apparemment, d'après nous les informations qu'on a, ils ont eu à exprimer au niveau d'une conférence, d'une rencontre internationale, une position qui était contraire à la position du Sénégal, notamment, de la position officielle du Sénégal bien sûr, notamment une possible réhabilitation de Karim Wade. Donc c'est ce qui leur a coûté leur poste. Maintenant, c'est vrai que le président de la République, il est libre de nommer qui il veut ou de révoquer qui il veut, notamment lorsqu'il s'agit de hauts fonctionnaires. Et de ce point de vue, donc, je pense qu'il est extrêmement difficile de commenter. Mais si effectivement ils ont exprimé une opinion contraire à celle officielle de la République du Sénégal, je pense que leur limogeage peut se justifier. Maintenant, l'Union des magistrats du Sénégal, c'est vrai, a fait une sortie pour s'offusquer de la manière
dont ça s'est passé. Il faut dire que l'Union des magistrats du Sénégal, c'est une forme de syndicat qui défend les intérêts du groupe, les intérêts du corps, et il est normal que cette union-là sorte pour défendre effectivement les intérêts du groupe. Donc je pense que l'Union des magistrats du Sénégal est effectivement dans son rôle. Alors cette affaire Karim Wade, son cas, avec les développements politiques que cela pourrait avoir, mais d'abord les développements judiciaires. Est-ce que il vous est arrivé de réfléchir sur l'affaire Karim Wade et là où on en est en ce moment? Là où on est en ce moment, c'est-à-dire que la situation dans laquelle Karim a été condamné et avec les conséquences que cela implique, c'est-à-dire aujourd'hui l'impossibilité pour Karim Wade de se présenter à des élections au Sénégal. D'un point de vue judiciaire ou d'un point de vue purement juridique, par rapport à cette situation, une réhabilitation politique de Karim Wade ne pourrait passer que par une loi d'amnistie. Apparemment, il y a des négociations qui sont en train de se dérouler. Dans quel sens? On ne sait pas. On ne sait pas parce que c'est des négociations qui semblent être encore tenues secrètes. Mais une réhabilitation simplement pécuniaire, comme certains le soutiendraient, je pense que ce n'est pas la volonté ultime de Karim Wade parce que lui, il se donne encore un avenir politique. Son père, Abdoulaye Wade, qui est le chef du Parti démocratique sénégalais, veut lui donner un avenir politique. Et l'avenir politique de Karim Wade ne pourrait s'inscrire que par rapport à une remise en cause de son procès, remise en cause qui pourrait se faire soit selon une procédure de révision du procès, soit, et là ça dépendra du président de la République et de l'Assemblée nationale, soit par une amnistie de la part de Karim Wade. Le PDS, les sympathisants de Karim Wade ont toujours dénoncé son procès. D'abord, l'illégitimité, selon eux, de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Quel est le regard que vous posez sur cet aspect de la question? C'est un aspect de la question qui me semble être un serpent de mer, surtout aujourd'hui, lorsqu'on analyse le système judiciaire sénégalais. C'est une juridiction qui a été mise en place depuis longtemps. La juridiction a très peu fonctionné dans un premier temps. Ensuite, elle semblait avoir été mise en veille. Certains ont estimé même que c'était une juridiction qui a été supprimée par désuétude, parce que pendant longtemps, on ne l'a pas utilisée. Et d'un coup, on a réveillé cette CREI. On a réveillé cette CREI pour l'activer et pour lui donner des dossiers à traiter, et notamment le dossier Karim Wade. Cette mise en veille pendant longtemps de la CREI, d'un point de vue juridique, ce n'est pas une raison pour pouvoir dire que la CREI était une juridiction illégitime ou qu'elle n'existait plus. Il faut voir si dans l'arsenal juridique sénégalais, si dans le système judiciaire sénégalais, la CREI est une juridiction qui était encore prévue. Et les textes, dans aucun texte, on a eu à supprimer la CREI. Donc, on peut considérer et aller dans le même sens peut-être que le Conseil constitutionnel à ce niveau, qui a estimé que la juridiction était bel et bien que la CREI était bel et bien une juridiction légitime, en mesure, on a même de juger Karim Wade. Maintenant, se pose un autre problème, c'est-à-dire les procédures au niveau de la CREI. Le droit, c'est la rançon de la justice. Et ce droit prévoit des procédures particulières au niveau de la CREI. Mais ces procédures ne vont pas toujours dans le sens des intérêts de la personne qui a été traduite devant la... On demande à la personne de justifier son patrimoine. Le problème, ce n'est pas à la personne de justifier son patrimoine, parce qu'a priori, lorsque le patrimoine a été bien acquis, quelle que soit l'importance de ce patrimoine, on peut être en mesure de justifier ce patrimoine. Mais le problème, c'est le renversement de la charge de la preuve au niveau de la CREI, surtout en matière pénale. Devoir dire que lorsqu'on vous accuse, ce sera à vous de prouver que ce dont on vous accuse est inexact. Ça, c'est un premier problème. C'est ce que je disais à l'instant. Deuxième problème par rapport à la CREI, c'est en fait les décisions de la CREI qui sont rendues en premier et dernier ressort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'appel par rapport aux décisions qui sont rendues au niveau de la CREI. Ça peut remettre en cause de façon fondamentale les droits de la défense. Or, les droits de la défense, ce sont des droits fondamentaux. Donc, effectivement, c'est les procédures au niveau de la CREI qui me semblent poser plus de problèmes que l'existence même de la CREI. Est-ce que ça pourrait justifier aussi le souhait de certains de voir le procès Karim Wade révisé, vu tous ces problèmes, des problèmes vous-même que vous soulignez? La révision d'un procès ne peut se justifier que par rapport
peut-être à une violation fondamentale de procédure, mais des procédures peut-être qui étaient prévues, mais qu'on n'a pas eu à respecter. Ou alors, peut-être à la survenance de faits nouveaux qu'on n'avait pas pris en compte au moment du procès. Mais si les procédures par rapport auxquelles Karim Wade a été condamné, ce sont des procédures qui étaient prévues et que le juge a respectées, même si c'est des procédures qui peuvent remettre en cause les droits de la défense, à ce niveau, il n'y a pas d'argument suffisant pour réviser le procès Karim Wade. On va revenir sur la décision du président de la République de mettre fin aux fonctions de Sory Kaba, qui quitte donc la direction générale d'appui au Sénégal de l'extérieur, au ministère des Affaires étrangères, au lendemain de son passage. On le rappelle dans cette émission du grand jury d'RFM, où répondant à une question que nous lui avons posée sur les mandats de Macky Sall, Sory Kaba a affirmé que la Constitution ne permet pas à l'actuel chef de l'État de se présenter une troisième fois à l'élection présidentielle en 2024. De très respectés spécialistes du droit constitutionnel, les professeurs Babacar Gueye, votre homonyme, les professeurs Babacar Gueye et Jacques-Mariel Zouanke avaient soutenu le contraire. Ils ont affirmé que la Constitution laisse bien apparaître une possibilité pour Macky Sall de briguer un troisième mandat présidentiel. Et vous, Babacar Gueye, vous dites quoi? Alors, d'abord apporter une petite précision. C'est sur l'opportunité de ce débat. Aujourd'hui, on sort d'une élection présidentielle. Ça fait 6 mois, je crois, 5-6 mois. Donc, il n'y a pas très longtemps qu'on est sorti de l'élection présidentielle. Et tout de suite, on vous posait une question sur l'éventualité pour le président de la République de se représenter dans 4 ou 5 ans. Je pense que si on reste sur ce débat, si on insiste sur ce débat, on risque en fait de plomber la vie politique économique sénégalaise pendant 4 ou 5 ans. Parce qu'on s'est rendu compte en 2011, entre 2010, 2011 et 2012, l'énergie que nécessite ce débat et ensuite tout ce qui a été mobilisé pour discuter autour de cette question du troisième mandat ou d'un second mandat. C'est parce que, en fait, les questions électorales, surtout les questions de pouvoir, de conservation du pouvoir, ce sont des questions particulièrement sensibles, particulièrement délicates et des fois difficiles à résoudre. Donc, le caractère vraiment pertinent du débat à l'heure actuelle, ça me pose problème. Maintenant, on peut discuter d'un point de vue juridique objectivement, sur la possibilité pour un président de la République de faire un troisième mandat au Sénégal, vu la dernière révision de la Constitution de 2016. Le président Macky Sall a été élu pour la première fois en 2012. Je ne vous apprends rien, pour un mandat de 7 ans. Il a fait son premier mandat de 7 ans, son mandat de 7 ans qui s'est achevé en 2019. Entre-temps, en 2016, il y a eu une révision de la Constitution et l'article 27 de cette Constitution dit que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Le problème, c'est ce deuxième alinéa de l'article 27. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. On ne parle que d'un mandat de 5 ans. Un mandat de 5 ans, mais nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Est-ce que cette disposition s'applique au premier mandat de Macky Sall ou pas? Certains vous diront que Macky Sall aura la possibilité, le président de la République Macky Sall aura la possibilité de se présenter pour un deuxième mandat de 5 ans parce que son premier mandat était un mandat de 7 ans. Mais ça découle en fait d'une certaine interprétation de la Constitution qui est encore une conséquence de la décision du Conseil constitutionnel en 2011 ou 2012 pour valider la candidature du président Abdoulaye Wade. Parce qu'il s'était appuyé sur le fait que le premier mandat de 7 ans de Wade était un mandat de 7 ans et ne devait pas être pris en compte. Et ce n'est que 2 mandats de 5 ans. Il avait droit à 2 mandats de 5 ans à partir de 2007. Ça, c'est le Conseil constitutionnel qui avait pris cette décision en 2011 pour valider la candidature du président Wade. Mais si on reste dans l'orthodoxie juridique et dans ce que nous pensons de la Constitution, ce que nous savons de la Constitution, les dispositions de la Constitution sont d'application immédiate. Ça veut dire que lorsqu'une révision constitutionnelle intervient, tout de suite, elle doit être appliquée s'il n'y a pas de disposition transitoire. Je vous donne un exemple simple.
au Sénégal en 2012, quand on a voulu supprimer le Sénat, il était là, il était prévu pour 5 ans. Les sénateurs n'avaient pas encore fait un mandat de 5 ans. Mais dès que la Constitution a été révisée pour supprimer le Sénat, personne n'a dit que le Sénat, là, il a un mandat de 5 ans, on doit le laisser aller jusqu'au terme de son mandat. Tout de suite, on a mis fin au Sénat. Donc, quand on a révisé la Constitution en 2016, pour dire que le président de la République, il avait un mandat, est élu pour un mandat de 5 ans. Le mandat du président de la République passe à 5 ans. La deuxième phrase qui dit que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs, ça s'applique effectivement au mandat du président au président de la République. C'est-à-dire que le premier mandat obtenu en 2012 est le premier mandat de Macky Sall. Et donc, le deuxième mandat, c'est celui qu'il est en train d'exercer actuellement. Oui. En conclusion, Sory Kaba, il a bien raison de dire que Macky Sall ne peut pas se présenter à un 3e mandat. On va vers des problèmes. S'il arrivait à Macky Sall d'avoir l'intention de se représenter, la jurisprudence Abdoulaye Wade, elle est là, vous-même, vous l'évoquiez. La jurisprudence Abdoulaye Wade, c'est vrai que la jurisprudence Abdoulaye Wade, elle est là. C'est vrai que le Conseil constitutionnel pourrait se prononcer pour aller dans un sens favorable au président Macky Sall, pour un 3e mandat, favorable à un 3e mandat du président Macky Sall. Mais ce qu'il faut dire, moi, je ne suis pas le Conseil constitutionnel. Moi, ce que j'ai dit, c'est l'interprétation que j'ai de la Constitution. En tout cas, pour moi, c'est ça l'orthodoxie constitutionnelle. Maintenant, c'est vrai, l'interprète par excellence de la Constitution au Sénégal, c'est le Conseil constitutionnel. C'est lui qui va nous dire si effectivement, en dernier ressort, si le président Macky Sall, il a droit à un 2e mandat de 5 ans ou pas, ou si le premier mandat de 7 ans sera pris en compte, sera donc le premier mandat considérant le décompte. Mais moi, je considère vraiment que ce mandat entre en compte et que Macky Sall, actuellement, il est en train d'exercer son 2e et dernier mandat. Faut-il alors à nouveau modifier la Constitution pour clarifier les choses, mettre cette disposition transitoire qui règle le problème définitivement? C'est pas la peine de mettre cette disposition transitoire. Parce que au moment de la révision de la Constitution de 2016, la disposition transitoire qu'il aurait fallu mettre pour éviter à Macky Sall et au Sénégal cette situation, c'était quoi? Que le premier mandat, le mandat obtenu en 2007, en 2012, le mandat en cours, n'est pas pris en compte. Ça, c'est une disposition transitoire. Mais on ne peut pas mettre de disposition transitoire pour dire que le décompte ne se fera, ou pour dire qu'en fait, les 2 mandats du président de la République, c'est le mandat de 2012 et l'actuel mandat, c'est-à-dire le mandat qu'il a obtenu en 2019. Pour la bonne et simple raison que le texte tel qu'il est écrit comme ça, ça veut dire que le premier mandat, pour les 2 mandats consécutifs, le premier mandat, c'est celui obtenu en 2012 et le second mandat, c'est celui obtenu en 2019 et qui prend fin en 2024. La disposition transitoire, en fait, aurait pu faire échapper le premier mandat au décompte, mais pas intégrer le 2e mandat là qu'on est en train de vivre dans le décompte. Le problème des mandats en Afrique, sur le continent, dans beaucoup de pays, le débat se pose. Ça, c'est une question qu'on pose peut-être depuis la nuit des temps, mais par rapport auquel on ne parvient pas encore à avoir de réponse, parce que c'est en fait dû un peu à la nature de l'homme. Peut-être que vous me direz que je suis en train d'entrer dans les méandres de la philosophie, mais ce qui se passe, c'est que c'est l'homme qui est attiré par le pouvoir. Et ça, c'est dans toutes les sociétés du monde. C'est ce que toutes les sociétés partagent. La différence entre les sociétés africaines et peut-être les autres sociétés plus développées d'un point de vue démocratique, c'est que ce sont des problèmes qui ont été résolus, mais de façon globale, il y a une forme de consensus autour de ces questions. Et pourtant, dans ces pays dits de grande démocratie, il y en a qui n'ont pas appliqué la limitation des mandats. Mais c'est là où je voulais en venir. En France, par exemple, de 1958 à 2008, dans la Constitution, il n'était écrit nulle part que le président de la République n'avait droit qu'à 2 mandats. Et pourtant, il n'est venu à la tête d'aucun chef d'État français de se présenter pour un 3e mandat. Ils se sont tous limités à 2 mandats. Nous, le problème en Afrique, c'est qu'on a un rapport particulier au pouvoir. On ne parvient pas à se détacher du pouvoir. Et on n'a pas réussi à régler ce problème
de façon globale, de façon collective. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que pour nous, le chef d'État, il considère qu'il n'y a pas de vie après la fonction présidentielle. Que tout s'arrête à la fin de la fonction présidentielle. À la fin de la fonction présidentielle. Et c'est ça qui est problématique au niveau de nos États. Or, il peut bien avoir une vie après la fonction présidentielle. Par exemple, on aurait pu aménager des espaces d'épanouissement politique ou intellectuel d'un chef d'État ou de nos anciens chefs d'État. Le Conseil constitutionnel, il est là. On aurait pu permettre aux anciens chefs d'État de devenir d'office membres du Conseil constitutionnel, comme cela se fait sous d'autres cieux. On aurait pu peut-être leur permettre d'être membres de certaines assemblées consultatives que nous avons au Sénégal. Par exemple, quelqu'un qui a fait, le président Abdoulaye Wade par exemple, qui a une expérience politique et économique aussi importante, moi je pense qu'on aurait pu l'intégrer au Conseil constitutionnel en tant que membre. S'il y participe, tant mieux. Ou alors l'intégrer au niveau du Conseil économique et social pour bénéficier encore de son expérience et de son vécu à la fois économique et politique. Le président Macky Sall, s'il finit son mandat en 2024, le problème c'est qu'est-ce qu'il va faire après. Pour eux, il n'y a pas de vie après la fonction présidentielle. Et ensuite, il y a peut-être d'autres choses qui sont beaucoup moins avouables, comme le rapport patrimonial qu'on a par rapport au pouvoir et par rapport aux avantages que procure le pouvoir. Ici, en Afrique, on n'a pas réussi à se détacher de les problèmes de gouvernance, surtout, qui inquiètent certains chefs d'État qui ne sont pas sûrs d'avoir assuré leurs arrières quand ils quittent le pouvoir. Entre autres, tout ça, c'est un tout, parce que si au moment où vous êtes à la tête de l'État aussi, vous avez eu à commettre certains actes, bon, au Sénégal, on dit que les actes que vous commettez dans l'exercice de vos fonctions, vous n'en êtes pas redevable. Mais si vous avez eu à commettre des actes avant d'avoir été au pouvoir, là, on peut bien vous appeler pour que vous rendre compte de ces actes. Et c'est ça aussi, ça peut être problématique par rapport à la fin du mandat ou par rapport à la fin de son règne en tant que chef d'État dans les États africains. Pour vous, Macky Sall, impossible, selon l'interprétation que vous faites de la Constitution, impossible pour lui de se présenter une troisième fois à la présidentielle en 2024. Vous imaginez Macky Sall avec un schéma à la Vladimir Poutine, par exemple, partir et revenir Il a l'âge. Il a l'âge, parce que ça devient une question d'âge. Poutine qu'il a rencontré d'ailleurs cette semaine. Cette semaine, effectivement, et qui a discuté des problèmes économiques africains. Et j'ai l'impression que Poutine, il a envie de s'investir un peu plus en Afrique et notamment au Sénégal. Mais bref, ça, c'est une parenthèse. Donc, mais en tout cas, c'est une possibilité qui est offerte au président Macky Sall. La Constitution dit que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. C'est-à-dire que lorsque le chef de l'État finit d'exercer ces 2 mandats, il peut y avoir une parenthèse peut-être de 5 ans ou de 10 ans pendant laquelle il y aura un autre chef d'État. Mais si le président n'a pas dépassé l'âge lui permettant encore de se représenter, il a la possibilité de le faire et peut-être de revenir à la tête de l'État. Ces problèmes de limitation des mandats, on l'a dit, se posent en Afrique. Le pays le plus proche du Sénégal qui vit actuellement ce débat-là, c'est la Guinée-Conakry. Quel regard vous posez sur cette actualité guinéenne, Alpha Condé, qu'on soupçonne de vouloir modifier la constitution, de briguer un 3e mandat? Déjà que le pays s'embrase alors qu'on n'y est pas encore. La Guinée, c'est un pays qui, depuis plus de 40 ans, n'a pas connu de situation stable. Et c'est cette instabilité politique chronique de la Guinée qui est en train peut-être de continuer et de peut-être rejaillir sur une volonté présumée du président de la République de vouloir réviser la Constitution pour pouvoir briguer un 3e mandat. Mais là aussi, se pose le problème par rapport auquel tous les États africains ont tous été confrontés, c'est la manipulation de la Constitution. On trouve, lorsqu'on est élu, on est le plus démocratique des hommes. On exerce son premier mandat. Lorsqu'on est réélu, on est encore un démocrate. Mais c'est souvent en cours de second mandat, qu'on se met à tripatouiller la Constitution, à modifier la Constitution, à essayer de voir les interstices, les espaces les plus ténus au niveau de la Constitution pour voir où passer, pour pouvoir continuer à exercer le pouvoir.
on n'accepte pas de quitter le pouvoir. Et effectivement, c'est ce qui est exactement en train de se passer en Guinée. Le président Alpha Condé, et puis il déclare urbi urbi que lui, tant que Dieu le voudra, il sera à la tête de la Guinée. Le nombre de mandats, l'âge, tout ça, ça n'a aucune forme d'importance. Et pourtant, la Constitution, ça doit être notre Bible et notre Coran, c'est-à-dire surtout au niveau du pouvoir politique. C'est la Constitution, en fait, qui doit déterminer nos comportements au moment de la gestion de l'État. Dans la Constitution, c'est pour cette raison qu'elle doit être consensuelle. Elle doit être le résultat d'une réflexion, mais d'une réflexion de toutes les forces vives de la nation. C'est le texte, en fait, c'est le seul texte, en fait, qui, pour moi, doit être consensuel au niveau d'un État. Et lorsque ce texte, qui vous a permis d'accéder au pouvoir, vous dit que vous ne pouvez plus continuer à exercer le pouvoir, je pense qu'un bon démocrate ou un homme consensuel, on doit l'accepter et essayer d'éviter à son pays certaines situations de crise et de passer le pouvoir à son successeur. Certains vous diront, oui, mais le président de la République, il a élu, il a entamé des travaux, il a entamé des projets, il faut le laisser continuer ou terminer ses projets. Où est-ce que dans la vie, vous avez déjà vu un homme, un chef d'État, quelle que soit sa grandeur, finir ses projets? Ça n'existe pas. Il va peut-être mener ses projets jusqu'à un terme que la loi lui permet, et à partir de ce moment, quelqu'un d'autre va venir et va continuer, et ainsi de suite. Il faut qu'on essaye de s'inscrire dans cette logique et éviter de penser qu'on est forcément indispensable à son pays ou à son État. Vous parlez de projets, de programmes, de politique publique. Vous êtes certes spécialiste du droit constitutionnel, mais observateur quand même de tout ce qui se passe dans ce pays. Justement, Macky Sall, avec son deuxième mandat, il enchaîne avec la phase 2 du PSE, son programme Sénégal émergent. Certains doutent de son slogan Fast Track. Pour beaucoup, ça ne va pas aussi vite que prévu. Je pense que ça ne va pas aussi vite que l'aurait souhaité le président de la République. Lui-même. Hein. Oui, je pense que ça ne va pas aussi vite qu'il l'aurait souhaité parce que par rapport à sa volonté exprimée, je pense qu'aujourd'hui, il aurait souhaité, par exemple, que la plupart des chantiers qui ont été commencés avec son premier mandat, que ces chantiers aient connu au moins, en tout cas, soit en voie d'achèvement. Or, ce n'est pas forcément le cas. Il y a un an, il a eu à inaugurer des chantiers. Ce n'étaient pas des infrastructures prêtes qu'il a eu à inaugurer, mais il a eu à inaugurer des chantiers. Aujourd'hui, le TER, il a été inauguré, par exemple, ça fait un peu plus d'un an, et jusqu'à présent, aucun voyageur n'a encore pris le TER. Demain, il va lancer les BRT, et ça rentre aussi dans sa politique d'infrastructure. Maintenant, cette fast track, ça s'accompagne d'une volonté politique, mais aussi ça s'accompagne d'un certain comportement par rapport à l'administration. L'administration et à ceux qui sont chargés d'exécuter les projets du chef de l'État. Je pense que le président devrait peut-être faire l'effort d'inscrire ces personnes dans sa volonté affirmée d'aller vite, d'aller très vite, pour que les éléments phares de son programme Sénégal émergent puissent voir le jour le plus rapidement possible. Parce c'est vrai, c'est un programme très large, c'est un programme très ambitieux et la réalisation de certains éléments de ce programme pourrait aller dans le sens d'améliorer peut-être le bien-être des Sénégalais. Pendant ce temps, on dialogue, le dialogue national de façon beaucoup plus globale qui n'a pas encore véritablement démarré. Seule la commission politique de ce dialogue national organise des séances de travail. On a même évoqué, je le dis parce que vous êtes un ancien du ministère des collectivités locales, devenu collectivité territoriale. Vous étiez le directeur de cabinet du ministre Cheikh Bamba Dièye quand il était à la tête de ce département ministériel. Le projet de scrutin direct pour élire les maires et les présidents des conseils départementaux. Les acteurs qui participent à ce dialogue politique ont trouvé un consensus sur le sujet. D'abord, une petite précision d'abord. Moi, je suis quelqu'un, et peut-être que je vais faire tâche au niveau des observateurs sénégalais. Moi, je n'ai jamais été pour le dialogue politique. Parce que je doute de la pertinence du dialogue politique. Ce qu'il y a, c'est que
dans un État, surtout dans le secteur Il y a toujours eu politique, une dans le domaine concertation, politique. il y a eu toujours cette concertation autour du processus électoral. Ça. D'accord. Il y a toujours eu cette concertation autour du processus électoral et je pense que ça, par contre, c'est important. Mais aujourd'hui, on a du mal à déterminer le contenu du dialogue politique parce qu'on ne sait pas ce qu'il faudra mettre dedans en dehors des problèmes électoraux. Et c'est ça qui est problématique. Parce que quand on est élu sur la base d'un programme et on est élu par le souverain pour exercer ce programme. Aujourd'hui, si on dialogue, de quoi va-t-on dialoguer? Sur les questions qui doivent faire l'objet de consensus. Par exemple, sur une révision constitutionnelle fondamentale, je suis d'accord. Sur le processus électoral, à la limite, je suis d'accord. Et encore, si on dialogue pour reporter des élections, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que les élections n'appartiennent pas aux acteurs politiques. Les élections appartiennent au peuple. Les élections appartiennent aux souverains. Et les dates des élections, ce sont des dates qui sont prévues et qui doivent être inscrites dans le marbre. C'est des dates qui doivent être fichées. Les prochaines élections territoriales devaient se tenir en décembre. Elles ont été repoussées sine die. Oui. Et apparemment, ça arrange tout le monde. Personne. Mais ça arrange tous les acteurs politiques. Et personne ne dit rien. Mais est-ce que ça arrange le peuple sénégalais? Et c'est ça qui me pose problème. Et je vous dis que les élections, ça n'appartient pas aux acteurs politiques, ni aux autorités politiques. Ça appartient au peuple. C'est le seul moment peut-être de respiration de la démocratie. Donc c'est un élément qui appartient à la souveraineté. C'est le seul moment où le peuple exprime sa souveraineté. Pour en revenir à l'élection du maire au suffrage universel direct qui semble faire l'objet de consensus au niveau du dialogue national, moi je dirais bravo. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose dans la mesure où ça va commencer à diminuer les manipulations d'un point de vue politique. Parce qu'il y a des partis ou des groupuscules qui essayent d'avoir un certain nombre d'élus pour marchander ça par rapport à l'élection du maire. Maintenant, si c'est le peuple lui-même qui décide, ou les populations des communes qui décident directement de la personne qui sera investie maire ou sera élu maire, à partir de ce moment, le débat, il est clair, ça ne pose pas de problème. Et encore, même dans les grandes démocraties, dans certaines grandes démocraties, par exemple, cette question ne pose aucun problème. On ne risque pas d'assister à une floraison de candidatures si le scrutin il est direct. S'il y a une floraison de candidatures, mais tant mieux. De toutes les façons, il appartiendra pour moi aux populations qui sont concernées de voir la personne qui leur semble le plus à même de prendre en charge leurs aspirations et de désigner cette personne maire. Je vous disais tantôt, par exemple, que dans certaines démocraties, cette question ne pose pas de problème. Si vous allez aux Pays-Bas, par exemple, les maires sont nommés. À l'issue de l'élection, c'est le Premier ministre ou le roi qui nomme le maire. Et ça ne pose problème à personne, parce que là, il n'y a pas de manipulation. On nomme souvent le chef du parti qui est arrivé en tête des élections et on le nomme maire, c'est tout. Donc, mais au Sénégal, il y a beaucoup de manipulations politiques, surtout au niveau des élections locales, parce qu'il y a beaucoup de dignitaires locaux qui aspirent à diriger les collectivités territoriales et souvent ça peut poser problème. Vous avez travaillé avec Sherban Badiaï, alors ministre des collectivités locales, on dit maintenant collectivités territoriales. Vous étiez là au début de la finalisation de l'acte 3 de la décentralisation. Vous en faites quelle évaluation aujourd'hui? Je n'étais pas là au moment de la finalisation de l'acte 3. Mais j'étais là-bas au moment du début, au début en fait de l'acte 3 de la décentralisation, au début du processus. C'est vrai que les premiers actes, on les a posés ensemble, mais c'était des actes, aujourd'hui on a commencé l'acte 3 de la décentralisation, parce que la réforme qui a finalement été arrêtée, c'était une réforme en 2 phases. La première phase, elle est essentiellement territoriale, c'est la réforme qui a permis d'aller aux élections de 2014 plutôt, c'est la réforme qui est portée par la loi de 2013, de décembre 2013. La deuxième phase, on prévoit que ce sera une phase beaucoup plus économique au profit des collectivités territoriales. Pour moi, en fait, aujourd'hui, j'ai beaucoup de regrets par rapport à cet acte 3 de la décentralisation, pour plusieurs raisons. La première, moi, je ne suis pas convaincu que le département soit un bon niveau de décentralisation. Autant j'étais convaincu que la région était un niveau de décentralisation acceptable, et encore, autant je ne suis pas convaincu. Parce que pour moi, le département au Sénégal, il est trop réduit d'un point de vue territorial. Le département ne peut pas être porteur de politiques publiques viables allant dans le sens d'impulser un développement local ou un élément de développement territorial, tel qu'il est conçu au Sénégal. Donc, trop petit d'un point de vue territorial. Deuxième élément par rapport à l'appréciation que j'ai faite de l'acte 3 de la décentralisation,
la suppression de la région, pour moi, aurait dû s'accompagner tout de suite de mise en place de pôles de développement territoriaux. Ce qu'on n'a pas fait. C'était à l'ordre du jour à l'époque, à un moment. Je pense que les pouvoirs politiques, en un moment, ont été un peu frileux parce qu'ayant peur de la revendication de certains dignitaires locaux ou de certaines autorités locales par rapport à la mise en place des pôles de développement territorial. Parce que ces pôles, on les aurait mis en place en fusionnant certaines régions. Et la fusion de certaines régions aurait entraîné peut-être la perte de pouvoir de certaines autorités, locales. Mais je pense que de façon, il aurait fallu directement aller faire cette mise en place donc, des pôles de développement territorial. La communalisation intégrale, pour moi, c'est une excellente chose. Parce que ça permet aux communautés rurales, par exemple, aujourd'hui, de garder les compétences des anciennes communautés rurales et d'adjoindre des compétences des communes. Ce sont des compétences qui leur permettront de pouvoir en fait être des territoires pouvant porter quand même un certain développement. Et c'est l'objectif final de la décentralisation. Au Sénégal, l'objectif de la décentralisation, donc, c'est d'impulser le développement par la base. Ensuite, l'acte 3 n'a finalement pas changé la vie des collectivités territoriales. L'acte 3 n'a pas changé grand-chose parce qu'en fait, la deuxième phase, qui me semble être la phase la plus importante, c'est cette phase-là qui tarde à être mise en œuvre. C'est la phase économique. L'accusation d'une opinion assez avertie, c'est qu'on procède à ces changements juste pour pouvoir affiner des schémas politiques en faveur du pouvoir en place. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas entrer dans ces considérations parce que je n'en ai pas la preuve, je ne sais pas. Mais je pense qu'on devrait aujourd'hui au moins accélérer un peu par rapport à la deuxième phase, qui pourrait amener à donner aux régions des compétences de développement, c'est-à-dire des compétences qui vont permettre aux collectivités territoriales d'avoir la capacité d'être des acteurs de développement viables. Actuellement, ce n'est pas le cas. Aucune collectivité territoriale au Sénégal ne peut vivre aujourd'hui sans l'assistance de l'État. Or, avec le transfert de certaines compétences aux collectivités territoriales, celles-ci ou certaines de ces collectivités territoriales pourraient s'affranchir totalement, ou en tout cas pour une bonne part, de l'assistance de l'État. Il suffit de leur transférer certaines compétences, des compétences de développement, des compétences qui leur permettraient de créer des revenus, de créer des ressources, de créer de la richesse. Et ensuite, aller dans le sens aussi de faire une réforme, mais ce serait une réforme des finances publiques à ce niveau, c'est-à-dire accroître le transfert de l'État vers les collectivités territoriales. Si on a fait des acteurs de développement majeurs, il faudrait que les collectivités territoriales aient les moyens pour assumer ce rôle d'acteur de développement majeur. Il faut, et que ça soit effectif, qu'on octroie aux collectivités territoriales au moins 15% de la TVA perçue au profit de l'État en termes de transfert pour que ces collectivités territoriales puissent non seulement assurer leurs dépenses de fonctionnement, mais aussi assurer des dépenses d'investissement. Et ce sont les dépenses d'investissement-là qui sont porteurs de développement. Sans ces dépenses d'investissement, toutes les collectivités locales vont continuer à vivre dans la situation dans laquelle elles sont. Oui, vous avez été directeur de cabinet de Cheikh Bamodié à ce ministère des collectivités locales, l'ancienne appellation. Ensuite, vous avez été son directeur de cabinet également lorsqu'il a été nommé ministre de la Communication, des Télécommunications et des Postes. L'arrivée de Free sur le marché de la téléphonie en remplacement de Tigo, on a 3 opérateurs classiques connus, plus 3 MVNO, des opérateurs virtuels qui vont arriver. Pour vous, le marché, il est assez large pour tout ce monde? Le marché me semble en fait assez suffisamment large pour tout ce monde. Pour la bonne et simple raison que les premiers opérateurs qu'on a eu au Sénégal n'ont pas réussi à satisfaire l'ensemble des Sénégalais. Il faudrait, et ça doit se faire peut-être sous l'arbitrage de l'ARTP, en tout cas sous la surveillance de l'ARTP, il faut que les Sénégalais qui se trouvent dans les zones les plus reculées puissent accéder à la téléphonie. Or, actuellement, ce n'est pas le cas. Il y a des zones dans lesquelles vous avez du mal à avoir le réseau, etc. Et ensuite, il y a le coût du téléphone. Le coût, il me semble encore être exorbitant. Il me semble être exorbitant par rapport
à la capacité financière des Sénégalais par rapport au pouvoir d'achat des Sénégalais. Et cette concurrence... Il y a une étude qui a montré qu'en Afrique, les ménages dépensent 14% de leurs revenus dans ces services-là, téléphonie, Internet. Mais ça, c'est incroyable. C'est énorme. Imaginez 14% de vos revenus. Vous calculez vous-même vos revenus annuels, vous pensez 14% dans la téléphonie. D'ailleurs, dans des pays développés, les gens sont à 4, 5, 6% de dépenses en téléphonie de leurs revenus. C'est dû au coût. C'est dû au coût. Le téléphone, la mise en place, en fait, la mise en place ou l'exploitation des infrastructures téléphoniques ne coûte pas aussi cher aux opérateurs. C'est pour cette raison que les opérateurs ont la possibilité de faire des bénéfices aussi importants. C'est parce que le coût du téléphone, le coût de ces services est anormalement cher par rapport à ce que peut supporter le Sénégalais. Donc, cette mise en concurrence nous permettra peut-être d'améliorer la situation à deux niveaux. Au niveau du service, au niveau de l'accessibilité, mais aussi au niveau du coût. Il faudrait vraiment en arriver à réduire le coût pour que le téléphone soit accessible à tous les Sénégalais, mais aussi partout au Sénégal. Ces gros opérateurs, les trois classiques là qu'on connaît, si leur part de marché se réduise, il y a peut-être forcément aussi d'autres conséquences fâcheuses pour tout le tissu économique, non? Je ne sais pas si leur part de marché va se réduire ou pas. C'était deux gros opérateurs. Ils étaient trois opérateurs, ils sont encore trois gros opérateurs. Free se substitue à Tigo. Donc, il reste encore trois gros opérateurs. Expresso et Orange. Plus les trois virtuels qui vont arriver. Les trois virtuels qui vont arriver, donc ils ne sont pas encore là. Mais conséquences fâcheuses sur l'économie sénégalaise, non, parce que ce qui se passe, c'est que ce sont des revenus ou des sommes qui sont injectées dans l'économie sénégalaise, mais qui vont être partagées au niveau de ces trois opérateurs économiques. Sur ces trois opérateurs télécoms, vous ne verrez pas, par exemple, un des opérateurs ne va pas perdre ses revenus par rapport à l'exploitation de sa licence téléphone. Et si ça se réduisait, ce serait reporté, je pense, sur un autre opérateur. On parle d'argent là. L'affaire des 94 milliards, vous avez un commentaire particulier en attendant le développement judiciaire? Bon, par rapport à l'affaire des 94 milliards, c'est une grosse nébuleuse. En tout cas, il y a des voix qui s'élèvent par-ci par-là et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'occasion vraiment pour la justice, en dehors de toute forme de manipulation politique ou politicienne, de nous éclairer par rapport à cette affaire. Au Sénégal, l'Assemblée nationale, les gens ont du mal à avoir une confiance absolue en cette Assemblée nationale par rapport à cette situation. C'est dû au fait aux intérêts à la fois politiques, économiques et financiers qui sont en cause dans cette affaire. Et aujourd'hui, je pense qu'il va falloir attendre que peut-être la justice se prononce. Et j'espère que cette fois, la justice va rendre une bonne justice par rapport à cette affaire, ce qui va nous éclairer davantage. Et on parle maintenant de votre famille naturelle, l'université. Les universités publiques sénégalaises entrent au mouvement d'humeur des étudiants, grogne des enseignants. On en est là encore. On en était là il y a 10, 15 ou 20 ans. Et si on continue comme ça, on sera encore là dans 10, 15 ou 20 ans. Les universités publiques au Sénégal sont en crise, je pense, depuis la fin des années 1970. Et cette crise, je pense que l'État n'a jamais essayé de régler cette crise dans laquelle l'université sénégalaise est, de façon définitive et de façon absolue. L'université a besoin de réformes. L'université doit être réformée. Il y a plusieurs réformes qui ont été tentées. Et la dernière, c'est celle qui a été menée par le professeur Souleymane Bachir Diagne entre 2013 et 2014. Le problème, je dis que l'université doit être réformée, mais la réforme de l'université, ça ne peut pas être une réforme sectorielle. Les problèmes de l'université, pour la plupart, trouvent leur fondement au niveau de l'enseignement moyen et secondaire. Et pareil, les problèmes de l'enseignement moyen et secondaire trouvent pour la plupart leur fondement au niveau du primaire. La réforme de l'enseignement supérieur doit s'inscrire dans un cadre global. C'est-à-dire qu'on doit réformer le système éducatif sénégalais ensemble et en même temps. Si le primaire fait sa réforme, l'enseignement moyen et secondaire fait sa réforme, l'université fait sa réforme, il peut s'agir de très bonnes réformes. Mais le problème, ce sera la mise en cohérence. Cette mise en cohérence,
elle n'est pas automatique, elle n'est pas évidente. Ce qui fait qu'on a des bonnes réformes, mais des réformes qui, au moment de l'application, montrent des failles, montrent des insuffisances. Ce qui fait que depuis plus de 40 ans, on a essayé de réformer l'université, de faire que l'université sorte de cette crise permanente, perpétuelle dans laquelle elle est. On n'y arrive pas. Et tant qu'on continuera à mener des réformes sectorielles, simplement enseignement supérieur, simplement éducation nationale, les problèmes de l'université ne seront pas résolus. Donc il faudrait des réformes globales de tous les secteurs, mais aussi des réformes par rapport à tout le personnel, c'est-à-dire par rapport aux enseignants, par rapport aux étudiants, par rapport au personnel administratif et technique de ces universités. Votre avis d'universitaire, on va terminer par ça. Votre avis d'universitaire sur l'affaire Aïda Diallo, l'une des veuves de Cheikh Béthio Thioune, qui voulait s'introniser chef d'une partie des Thiantakoun, le mouvement, le groupe fondé par feu son époux, disparu il y a quelques mois, ce qui a provoqué d'ailleurs la colère du khalife général des Mourides. Elle s'est excusée. Quelle analyse faut-il faire du phénomène? Feu Cheikh Béthio Thioune avait réussi à mettre en place une structure qui semblait être solide tant qu'il était là. À sa disparition, phénomène de pouvoir encore, la structure semble se disloquer entre ses héritiers. Il y a eu parmi ses héritiers une dame, donc Aïda Diallo, qui pense pour avoir été désignée héritière par Cheikh Béthio Thioune. Le problème, c'est que l'organisation mise en place par Cheikh Béthio Thioune, ce n'est pas une organisation qui existe dans le vide. C'est une organisation qui est rattachée à une communauté, à la communauté mouride, au mouridisme. Or, le mouridisme fonctionne selon des règles bien déterminées. Aujourd'hui, dans le mouride, on considère, ça aussi c'est un phénomène de pouvoir ou de transposition de pouvoir, que le représentant de Serigne Touba sur terre, c'est le khalife général des mourides, en l'occurrence, Serigne Mountakha Mbacké, qui est le gardien du dogme mouride. À partir de ce moment, si vous êtes dans une communauté, dans une société, dans une association ou sous-association qui appartient à cette communauté, vous êtes tenu de respecter les règles qui sont établies par... Des règles qui disent qu'une femme ne se met pas à la tête de la communauté. Par cette communauté, c'est-à-dire comme quoi une femme ne peut pas être khalife. Donc, lorsque le khalife général des Mourides, un homme que je trouve être un homme de paix, en tout cas il a toujours montré que c'est un homme de paix, de dialogue, de consensus. Lorsqu'il est sorti pour tenir un discours aussi virulent à l'encontre d'Aïda Diallo, je présume qu'il a vraiment été courroucé par le comportement de cette dame. Heureusement, je pense que la dame a eu à présenter ses excuses. Je considère qu'on doit considérer que c'était une dame qui s'était égarée, comme elle l'a dit, et qu'elle a décidé de rejoindre le droit chemin. Et donc, l'a considéré comme un disciple mouride au même titre que les autres. Merci, professeur Ababacar Gueye. Je rappelle, vous êtes constitutionnaliste, maître de conférence à la faculté de droit de l'Université Cheikh Anta Diop.